Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à Game Dev Tycoon. C'est un jeu développé par Greenheart Games et qui est sorti sur Steam le 29 août 2013 mais qui était sorti au moins en 2012 avant en dehors de Steam. Et il est disponible donc sur Steam pour un prix de 8,99€ ou 9,99$. C'est une simulation économique qui se base sur un studio de développement de jeux vidéo. Donc c'est exactement ce que dit le titre, un Game Dev Tycoon. C'est une simulation de game dev, de développeurs de jeux. Ce jeu prend une approche qui est à la fois divertissante et réflexive et aussi éducative sur le marché du jeu vidéo. Et c'est un concept qui m'a interpellé la première fois que j'en ai entendu parler parce que je l'ai trouvé assez intéressant et ça m'a toujours tenté un petit peu d'essayer et de voir ce que ça pouvait donner, ce que des développeurs pouvaient mettre dans un jeu de ce genre-là. Et j'ai fini par finalement me le procurer sur Steam et c'est pour ça que j'ai décidé de vous donner mon avis dans ce coup d'œil. Donc pour commencer, quelques aspects techniques. Donc à ce jour, il y a une petite chose qui est un petit peu dérangeante, c'est qu'on n'a pas encore de version française du jeu, même que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je sais qu'il y a une traduction communautaire qui est en cours, mais qui est très mal organisée et qui n'avance pas du tout. C'est possible de trouver des mods aussi pour mettre le jeu en français, mais ils sont assez compliqués à installer et je m'avance pas forcément sur la qualité de la traduction. Donc c'est préférable d'avoir au moins quelques bases en anglais pour jouer à ce jeu. De toute façon, c'est pas trop non plus compliqué, ça va pas très loin au niveau du vocabulaire technique, on va dire. C'est un jeu qui est pas très gourmand, qui convient normalement à tous les PC, mais il y a quelques petits soucis avec la résolution. Normalement sur mon ordinateur portable par exemple, j'ai eu des petits soucis au niveau de la résolution du jeu. Si vous n'avez pas une résolution un peu standard, vous avez peut-être des possibilités d'avoir des bordures d'écran qui sont un peu bizarres, qui sont un petit peu agrandies, ou alors les succès qui s'affichent un petit peu plus loin. Et des fois on a des crashs, ça c'est peut-être pas relié à ces histoires de résolution, mais ça m'est arrivé que le jeu crash en lui-même, donc pas forcément à cause de mon ordi, mais qu'il est crashé. On a aussi quelques petits bugs, des reconnaissances des clics. Par exemple, je clique sur une fenêtre et le clic est reconnu derrière la fenêtre, ce qui fait un petit peu bugger. C'est peut-être lié à cette histoire de résolution justement. Peut-être que si vous avez une résolution standard, ça ne marche pas. Je sais pas, ça marche. Si vous n'avez pas ce bug, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais c'est dommage étant donné que la majeure partie des interactions se fait justement via une fenêtre pop-up et je trouve ça un petit peu dommage que ça n'ait pas été corrigé parce que ça fait un moment qu'il est sorti et que c'est un bug qui est quand même assez gros. Donc, sinon. Le principe de ce jeu est assez simple, on incarne donc comme je vous l'ai dit un développeur de jeux vidéo. On débute autour des années 1980 avec des ressources et un argent qui sont limités, on est dans son garage, on peut nommer sa compagnie, on peut se donner un nom et se choisir un petit peu aussi ses cheveux, sa couleur de cheveux, etc. Bon ça c'est pas très important, mais voilà, on peut personnaliser et nommer sa compagnie et on peut commencer ensuite à créer des jeux. Donc au début on a des choix qui sont assez basiques. On choisit un genre, un sujet et une plateforme sur laquelle on veut développer notre jeu. On n'a pas beaucoup de choix au début, on peut choisir entre PC et Commodore 64. On peut choisir une aventure textuelle. Au début, je crois qu'on a accès seulement à l'aventure textuelle. Parce qu'en 1980, bien entendu que les jeux n'étaient pas forcément très développés au niveau des graphismes. C'était des aventures textuelles. Donc les noms sont changés, mais les consoles sont véridiques et elles sont reconnaissables et c'est quelque chose qui est censé être assez réaliste avec des consoles. Donc au début on a le PC et la Commodore 64, le PC s'appelle PC, mais tout ce qui est console avec des marques, il y a des changements, il y a une lettre qui change mais on les reconnaît, c'est assez simple à reconnaître. Si on s'y connaît un tant soit peu en histoire de jeux vidéo, et de toute façon c'est juste une lettre qui change la plupart du temps pour des raisons, je pense, de copyright. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser le nom exact d'une console. Donc vous pouvez ensuite choisir pendant le développement sur quelle partie du jeu vous souhaitez le plus vous concentrer selon le genre de jeu. Donc est-ce qu'on va se concentrer plus sur les dialogues? Par exemple si on fait un RPG, on va se concentrer plus sur l'histoire et les quêtes et les dialogues afin que notre jeu ait un bon score et se vende bien sûr pour qu'il soit réussi. Faire des jeux, donc c'est l'activité principale de Game Dev Tycoon à la base. Gérer son économie, c'est justement ce qui permet de réussir ou de se rater justement dans le jeu. Donc on va devoir gérer, comme je vous l'ai dit, les paramètres du développement. Et il faut gérer ça de manière optimale et d'une manière qui est considérée par le jeu comme bonne pour obtenir des bonnes notes et faire des ventes et du bénéfice et ainsi avoir la possibilité de développer plus de jeux. Donc c'est une manière qui est considérée par le jeu comme bonne mais pas forcément par vous-même. Par exemple que vous allez penser que vous allez devoir que tel sujet va bien avec tel thème mais le jeu va dire non, ça normalement ça ne marche pas très bien ou en tout cas ça ne se vend pas. Donc
on a une progression dans l'histoire du jeu vidéo qui est très intéressante. On a les nouvelles consoles et les nouvelles technologies qui deviennent disponibles au fur et à mesure. Et on a même une vision du futur des consoles, hein, une fois qu'on arrive en 2015, 2020. Il n'y a pas vraiment les années exactes, mais vous avez l'année depuis laquelle vous commencez. Et vous savez que vous commencez en 1980, 1980. Et donc, vous savez à peu près où vous en êtes. Et on a une vision ensuite des futures consoles telles qu'imaginées par les développeurs une fois qu'on est à un certain moment. Et plus on avance dans le jeu, plus on a de choses à gérer. Ça, c'est un truc qui est assez bien réussi, la courbe de progression. Au début, c'est assez simple, on a 2-3 trucs à cliquer, on ne gère qu'une personne puisqu'on est tout seul dans son garage à développer son jeu. Et ensuite, il va falloir faire plein de trucs différents. D'abord de la recherche pour trouver des nouvelles technologies, pour pouvoir développer ensuite un moteur personnel avec ces technologies, un moteur de jeu, pour avoir un jeu ensuite qui est un peu plus riche et pouvoir développer au fur et à mesure des jeux de plus en plus riches justement avec ces technologies qu'on va rechercher et on va le rechercher avec des points de recherche qu'on gagne quand on développe les jeux, etc. On peut aussi faire des contrats externes qui nous permettent de récupérer de l'argent et des points de recherche, mais si on les rate, on perd un peu d'argent, donc ça il faut aussi gérer, donc c'est assez bien fichu. On a la prise en compte dans le budget d'un jeu des coûts des licences, par exemple pour développer un jeu sur console. Peut-être que vous ne le savez pas, mais les développeurs doivent payer une licence au constructeur de la console pour pouvoir développer sur telle console. Donc on a justement cette licence qu'il faut payer à chaque fois qu'on développe un nouveau jeu sur une nouvelle console. Et ça c'est assez réaliste et ça montre aussi quelque chose de ce qui est l'industrie du jeu vidéo. Ensuite, au fur et à mesure, on va déménager son studio dans des nouveaux bureaux, engager des employés et faire progresser aussi ses employés. Hein. On a quatre sujets différents sur lesquels on peut faire progresser ses employés, donc design, technologie, vitesse et recherche, et on peut les faire progresser. Ensuite on peut choisir un de nos employés qui va être un spécialiste par exemple en design, etc., qui va nous permettre aussi de faire de la recherche et de développer de plus gros jeux. Nos employés bien entendu vont aussi progresser en niveau, ils vont demander aussi un salaire plus haut, qui va rentrer en compte après dans le budget bien sûr de notre studio de développement. Et on a aussi chaque partie en fait de développement, par exemple histoire et quête. Si on fait des jeux, des RPG beaucoup, on va beaucoup développer son histoire et quête et à chaque fois on gagne des nouveaux niveaux et à chaque nouveau level qu'on gagne dans un sujet, dans un topic, et ben on va pouvoir développer de nouvelles recherches et faire de nouveaux trucs pour les nouveaux jeux. Ensuite on va développer des jeux bien sûr de plus en plus gros et quand on fait des plus gros jeux on va devoir assigner aussi les étapes du développement à ses employés justement selon comment on les a entraînés et gérer le marketing de ces jeux également. Pendant le développement on pourra faire une campagne marketing et elle nous coûtera un certain nombre de crédits, mais elle pourra générer de la hype, générer un petit peu du buzz autour du jeu et nous permettre de faire plus de ventes ou moins de ventes, dépend comment, si on a selon ce qu'on a dit dans la campagne marketing. Ensuite, on peut aussi choisir la taille de son stand de développeur à l'E3, qui est ici appelé le G3, mais on sait à peu près ce que c'est. Et ensuite on aura, ça sert pas à grand chose à part à voir à peu près où on en est par rapport au nombre de fans, parce qu'on a aussi ce chiffre qui est le nombre de fans qu'il faut aussi prendre en compte. Selon le nombre de fans qu'on a, on va pas pouvoir forcément développer des plus gros jeux, des jeux aussi gros qu'on le voudrait, et plus on a de fans, plus on va avoir un stand qui a du succès à cette G3. On peut aussi s'associer avec un éditeur qui peut nous imposer un sujet ou un genre et nous prend un pourcentage de notre bénéfice, et qui exige aussi que les critiques nous donnent une certaine note, mais que cet éditeur va aussi nous permettre d'atteindre plus de gens quand notre base de fans n'est pas assez étendue justement pour développer des jeux moyens, quand on n'a pas encore vraiment assez de fans. On peut aussi ensuite sur la fin du jeu, là on peut ouvrir même un studio de recherche et développement qui nous offre encore plus de possibilités de recherche, notamment pour créer sa propre console, développer des jeux à très très gros budget, même créer son support en ligne. Certaines choses comme ça. C'est vraiment assez complet, c'est vraiment assez étendu les possibilités qu'on a dans ce jeu, et comme je vous l'ai dit, plus on avance, plus ça va devenir un petit peu complexe à gérer, mais toujours dans la limite du possible, donc c'est vraiment assez bien réalisé encore. Et comme je vous l'ai dit, j'ai même pas encore le temps de tout lister ici, parce qu'il y a vraiment plein de petits détails qui font la différence et qui rendent ce jeu complet, et les choix sont plutôt réalistes et reflètent bien, je pense, ce qu'est l'industrie du jeu. Il y a quelques petites incohérences, notamment au niveau de la recherche, par exemple, ou des coûts.
mais qui sont faites quand même pour que le jeu marche bien, hein, c'est des sacrifices je pense qu'ils ont fait par rapport au gameplay, parce que trop de réalisme le rendrait trop facile. Il y en a notamment cette histoire de jeu, quand vous développez un jeu, le jeu est sur marché pendant seulement un certain temps, un certain nombre de mois, ou un certain nombre d'années, je sais plus si c'est 2 ans ou quelque chose comme ça, et ensuite il est plus sur le marché, et ça vous dit ce jeu vous a rapporté tant, et il peut pas vous en rapporter plus que ça. Alors que logiquement, si on était vraiment logique, le jeu pourrait rester sur le marché plus longtemps, surtout quand la console est encore disponible et que le jeu n'est plus disponible. Sinon globalement, ouais, le gameplay fonctionne bien et est très complet, les choix sont logiques et si on suit un peu son instinct, on peut aussi savoir quel type de jeu marche bien, on peut aussi avoir un rapport de jeu. Une fois qu'on a développé un jeu, on va générer un rapport qui va nous dire telle chose a bien fonctionné, telle chose a moins bien fonctionné, et ensuite on a tout un système de liens entre genre, sujet, audience, plateforme, qui est censé justement influencer nos choix sur quel jeu développer et comment les développer. Et puis au fur et à mesure qu'on fait des jeux, on va apprendre si notre instinct n'était pas juste, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas au niveau du jeu. Et à la fin par contre ça peut devenir un petit peu répétitif au bout d'un moment, parce qu'on fait toujours des jeux, et si on fait toujours les mêmes parce qu'on sait que ça marche et qu'on n'a pas envie de prendre des risques, ça peut devenir répétitif aussi. Donc ça peut aussi récompenser un petit peu la paresse de faire toujours les mêmes jeux, etc. Donc ça dépend selon justement le gameplay, comment on avait envie de le prendre. Mais justement, ça pose la question, est-ce que l'industrie du jeu ne fait pas ça aussi, ne récompense pas aussi la paresse des développeurs qui vont faire toujours la même chose chaque année, développer leur suite, etc. Et ça nous fait aussi réfléchir, donc selon moi, il faut y voir un message. Et justement, si je fais quelque chose qui sort des sentiers battus dans ce jeu, par exemple un RPG sportif, on peut le faire. Mais le jeu va certainement considérer ça comme une combinaison relativement mauvaise a priori, et dépendant des choix de développement, le jeu peut marcher quand même, mais pas aussi bien que si vous aviez pris un RPG médiéval, quelque chose qui est plus dans la culture du jeu vidéo. Donc c'est aussi un petit peu un message, et vous l'avez peut-être compris, donc j'ai assez apprécié ce que je propose, parce que justement il saisit vraiment l'essence de ce qu'est le jeu vidéo et l'industrie, et nous plonge dedans, et nous fait réfléchir vraiment à certaines choses à propos de cette industrie auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir en jouant à un jeu. On a aussi quelques petits choix moraux, par exemple on peut laisser les fans utiliser une ancienne version de notre moteur de jeu, ou alors les faire payer, et selon notre choix, ça va nous dire ah les fans nous aiment beaucoup, ça nous a pas coûté très cher et on a gagné plein de fans grâce à ça. Ou alors, si vous les faites payer, ça va vous dire ouais les fans ne sont pas du tout contents, vous avez perdu tant de fans, mais vous avez gagné tant d'argent parce que vous avez vendu votre ancienne version du moteur. Et à côté de ça, on a plein de petites références aussi, de petits easter eggs, de petits clins d'œil à d'autres jeux, à l'industrie, et je trouve ça vraiment sympa. Vous pouvez voir par exemple à quoi ressemble la réaction de la critique sur un jeu vidéo, hein. Vous le verrez dans la vidéo, dans le gameplay que je vous propose. On a 4 sources. Tout simplement 4 sources, qui sont sans doute 4 sites ou 4 magazines de jeux vidéo, et on a une note une immense note, et une phrase, une minuscule phrase, qui est tout sauf constructive, et qui nous dit rien, absolument rien sur pourquoi notre jeu a marché, pourquoi notre jeu n'a pas marché. On a juste cette énorme note, et là aussi j'y vois non pas de la paresse, hein, parce qu'on peut savoir ce qui n'a pas marché ou ce qui a marché en faisant le rapport de jeu, mais c'est aussi un message justement sur ce que les notes et la critique de jeux vidéo veulent dire dans cette industrie. Les notes qui sont de nos jours un peu un coup près que les éditeurs peuvent utiliser contre les petits studios, parce que ils vont avoir et c'est possible aussi dans ce jeu, ils vont avoir une note minimum que le jeu doit obtenir sur Metacritic, et sinon ils vont avoir des malus. Et ça franchement c'est bien d'avoir ce petit message sur les notes, parce que moi je pense que les notes c'est quelque chose qui n'est pas très bien, qui n'est pas très sain dans le milieu du jeu vidéo, de donner des notes sur les jeux. Enfin, je trouve qu'il vaut mieux donner un avis complet, et que les gens doivent vraiment se dire est-ce que je vais aimer ce jeu parce que il y a ça et ça dedans, ou plutôt que de regarder une note sur Metacritic, ouais 84, ouais non je préfère que ce soit un 85, si c'est en dessous de 85 je prends pas. C'est un peu débile je trouve de faire comme ça, je pense qu'il y a des gens qui font comme ça, et les éditeurs réfléchissent de cette manière justement. Donc il y a ce petit message qui est vraiment bien, et le jeu est rempli de ce genre de petites piques envers l'industrie, de petites critiques, de petits messages. C'est un jeu vraiment qui a une âme, on sent que les développeurs ont vraiment donné d'eux-mêmes et y ont mis leur cœur. Et en plus, c'est assez agréable à jouer. Donc à l'intérieur même du jeu, on a aussi un succès qui nous explique que c'est le premier jeu de la compagnie, qu'ils ont beaucoup travaillé dessus et qui nous remercie de les soutenir en achetant le jeu. Ça nous montre aussi qu'on a un petit peu ce rapport avec le développeur indépendant, qui est très sympathique.
D'ailleurs, il y a cette petite histoire à propos de l'anti-piratage de ce jeu, un système anti-piratage assez nouveau et assez bien trouvé. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. Je trouve que c'est bien trouvé et super drôle. C'est pas un foutu DRM qui pénalise les clients honnêtes. C'est justement encore un message des développeurs avec des idées que, personnellement, des idées auxquelles j'adhère et que j'aime bien. En fait, les développeurs avaient mis eux-mêmes une version piratée de leur jeu, sur les torrents et sur Pirate Bay, etc. pour que les gens le téléchargent. Et quand les gens avaient cette version du jeu, c'était la même version, exactement le même jeu que celui que les gens honnêtes avaient acheté, mais avec les pirates, ça nous donnait de temps en temps un message: attention, beaucoup de gens jouent à notre jeu, mais la plupart d'entre eux le piratent, et donc ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Et le jeu ne pouvait se finir que par une banqueroute et que par une défaite du joueur, parce qu'il y avait trop de pirates qui ont piraté le jeu et que ça a fait perdre trop d'argent aux développeurs. Je trouve que c'est pas mal, et ce qui est bien, c'est que c'est justement un petit message sympathique et une bonne manière de protéger son jeu contre le piratage et d'envoyer en même temps un message. Donc le seul petit bémol de ce jeu, à mon avis, c'est l'un des seuls petits bémols, c'est l'ergonomie et l'intuitivité. Je trouve qu'ils auraient pu bosser un petit peu plus là-dessus, parce que là, c'est très simpliste, c'est parfois un peu lent, et pour afficher des infos, ça prend plusieurs clics. Il y a des fenêtres qui sont pas forcément au bon endroit, c'est pas forcément très intuitif, des fenêtres qui doivent bouger. Au bout d'un moment, quand on doit faire plusieurs actions, les infos sont un peu réparties, ça devient un peu fastidieux. C'est pas vraiment génial ça. Il manque un système où on pourrait voir des infos, par exemple en passant la souris juste dessus, ou une différenciation clic droit, clic gauche, et des menus et des fenêtres un peu plus réactifs qui nous feraient un peu plus apprécier le jeu. Mais ça reste quand même assez agréable à jouer. Le style graphique, assez simple comme vous pouvez le voir, mais très mignon, coloré. Petit détail sympa au niveau des bureaux de développeurs. Et rien à redire de ce côté-là, franchement je trouve que c'est assez sympa pour un petit studio de développement. Une autre chose qui est dommage, c'est que les messages pop-up, des fois qui apparaissent quand on est en train de développer un jeu, sont assez génériques et se répètent quand même un peu. Niveau son, là c'est un petit peu moins bien aussi. On n'a que 2 pistes sonores, seulement 2, hein, c'est pas beaucoup, qui tournent en boucle, assez basiques et répétitives. Pas forcément insupportable, mais on va quand même vite les muter, je pense, pour mettre sa propre musique en fond par exemple, ce qui est bien sûr possible. On peut enlever la musique mais laisser les effets sonores par exemple, et c'est heureusement que c'est possible, parce que ces 2 pistes, quand on joue vraiment plusieurs heures, c'est un petit peu répétitif, ça a tendance à devenir un petit peu énervant selon nos nerfs. J'aurais aimé quand même avoir des pistes un petit peu adaptives, genre si on commence à être dans le rouge, que ça commence à faire une musique un petit peu plus stressante, ou au contraire quand on fait un hit, une musique beaucoup plus joyeuse et des effets sonores un peu plus en lien avec ce qu'on fait dans le jeu, mais c'est un petit studio, c'est pas forcément facile non plus, et on va pas forcément blâmer le jeu à 100% pour ça. Donc au final, c'est un jeu qui est, je trouve, un peu une balade sous fond de gestion économique qui réussit, et une balade dans l'histoire et l'actualité des jeux vidéo, avec plein de petits détails intéressants, comme je l'ai dit, et drôles, et qui font réfléchir. Le prix est pas excessif, hein, 10 euros, 9 euros même, pour une durée de vie de plusieurs heures, hein, pour un playthrough, et un peu plus même pour tout débloquer, et une certaine rejouabilité aussi selon les choix qu'on a envie d'essayer, si ça nous intéresse d'aller voir ce que ça fait. Même si ça peut devenir un petit peu répétitif quand même. Mais on en a quand même pour plusieurs heures, donc c'est quand même pas mal. Donc plutôt unique dans son genre, hein, faut lui laisser, c'est un jeu qui est plutôt unique dans son genre, et une manière sympa de revisiter l'histoire des jeux vidéo, de faire réfléchir sur l'actualité de cette industrie. Dommage que le gameplay souffre de quelques petits bémols techniques et ergonomiques, et aussi que la traduction française, ça pourra en décourager certains, ne soit pas disponible, et on ne sait pas vraiment si elle avance. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, elle n'est pas encore disponible, la traduction communautaire. Mais ça reste un jeu indé très sympathique que je recommanderais, et pas trop cher, d'autant plus si vous le prenez pendant les soldes, ça vaut la peine, ça peut soutenir un petit développeur qui a vraiment des bonnes idées et que je trouve très sympa. Donc voilà, c'était donc Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Game Dev Tycoon, disponible sur Steam pour 8,99€ ou 9,99$. Merci d'avoir regardé, bon jeu à tous, allez à plus les amis.